On a à peu près tous rêvé quand on était petit d'avoir des super pouvoirs. Perso, j'ai passé un certain nombre d'heures devant mon miroir à essayer de devenir invisible, de passer à travers les murs ou essayer de bouger des trucs avec mon esprit. Y a une femme en Colombie qui est à peu près celle qui va s'en approcher le plus dans le monde parce qu'elle peut un peu voir dans le futur. Et même si ça paraît bizarre comme ça a été validé scientifiquement. Bon alors avant que tu t'imagines que ça va devenir la femme la plus riche du monde à force de gagner au loto, clairement elle a pas la possibilité d'aller dans ce niveau de détail là. Mais on peut imaginer plein de trucs qui vont se passer plus tard une fois que la science aura vachement avancé, du fait de l'analyse de son cerveau qui a une composition un petit peu particulière. Tout commence dans les années 80 dans le village de Ciénaga en Colombie, où une certaine Edna Rocha Rubiano vit tranquillement dans une famille assez modeste qui bosse dans une plantation de café de la région. Et en fait, dès qu'Edna a commencé à bosser dans la plantation, les gens qui la connaissaient à l'époque racontent qu'elle a voulu mettre en place des méthodes assez particulières en fonction de la météo qu'il allait faire le mois d'après. En fait, juste avant les mois de sécheresse, elle militait pour qu'on stocke de l'eau et qu'on installe des filets au-dessus des plantes pour que les filets puissent récupérer la rosée du matin et que ça arrose les plantes alors qu'il pleut pas. Avant les mois de grosse pluie, elle faisait creuser des tranchées pour pouvoir justement évacuer l'eau vers un réservoir qui serait utilisé dans les mois de sécheresse. Ça paraît assez peu comme ça, mais à l'époque, dans un village colombien, tu pouvais pas sortir ton iPhone pour regarder la météo. Et donc au début, elle était pas vraiment prise au sérieux, tout le monde s'en foutait un peu de ces méthodes bizarres. Elle avait 15 ans à l'époque et elle avait pas vraiment d'autorité sur les mecs qui bossaient dans la plantation depuis 30 ans. Mais après 2 ou 3 récoltes de perdu et quand ils ont fait le lien du fait qu'à chaque fois ce qu'elle disait c'était vrai, ils ont commencé à la regarder un peu différemment. Et moins de 3 ans plus tard, c'était devenu la boss de la plantation et c'est tout simplement elle qui donnait les ordres. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir 50 ouvriers sous tes ordres quand t'as 18 ans. En mars 1985, Edna elle est allée voir individuellement tous ses ouvriers hommes et elle leur a dit de partir pendant un mois en vacances et qu'ils garderaient leur salaire sans leur donner particulièrement d'explications. C'était un peu bizarre parce que les vacances gratuites comme ça à l'époque dans une ferme agricole ça se faisait pas du tout. Ceux qui travaillaient depuis longtemps avec elle, ils se sont dit allez on lui fait confiance et puis on part se mettre les doigts de pied en éventail pendant un mois. Mais les autres ils savaient pas trop quoi faire avec cette demande et donc ils se sont dit que c'était peut-être un test et que si jamais ils partaient, ils pourraient plus revenir à leur boulot. Et le truc c'est que dans les années 80 en Colombie, les cartels de la drogue étaient complètement à leur apogée, notamment celui de Pablo Escobar. Et les cartels, ils recrutent des hommes qui ont entre 15 et 30 ans et pas trop d'éducation, exactement comme une plantation de café. Et donc le fait est qu'en avril 85, donc un mois après que Edna ait demandé à tout le monde de partir en vacances, le cartel de Medellín, donc celui de Pablo Escobar, a envoyé des sicarios dans la plantation de café. Petite parenthèse, les sicarios c'est des tueurs à gages de cartel, et ils ont recruté tous les hommes qu'ils ont vus. Parce que quand t'as un sicario en face de toi qui dit de venir, c'est soit tu viens avec lui, soit tu finis dans un sac plastique. Et donc 100% des hommes qui étaient restés dans la plantation se sont fait embarquer par le cartel et on n'en a plus vraiment jamais entendu parler derrière. Et il y a eu pas mal d'autres événements notables comme ça dans la vie d'Edna qui paraissent un peu bizarres mais qui pourraient être juste des coïncidences. Mais en fait l'empilement de ces événements a attiré un peu la curiosité d'une équipe de recherche de Cambridge qui ont décidé d'aller voir la fameuse Edna pour voir s'il y avait du vrai derrière tous ces témoignages ou si c'était juste une grosse mytho. La première surprise qu'ils ont eue c'est qu'avant d'aller en Colombie, avant de réussir à la contacter, ils ont reçu une lettre qui leur donnait ses coordonnées. En fait, elle habitait plus en Colombie, mais elle était à Pékin et elle travaillait dans une chaîne logistique de magasins alimentaires. Et donc ils ont organisé une petite expédition pour aller la voir avec 2 psychologues et 2 chercheurs en neurosciences et pas mal de matos de mesure d'activité cérébrale, juste pour voir ce qui se passe. Et donc pour le coup de la lettre, ils se sont juste dit qu'un de leurs mails avait dû fuiter et quelqu'un l'avait retrouvé en avance. Ils voulaient juste leur faciliter la tâche. Ce qui s'est beaucoup moins bien expliqué pour eux, c'est qu'ils ont reçu un coup de téléphone alors qu'ils étaient en escale à Kuala Lumpur en Malaisie. Et ils allaient prendre leur 2e vol pour Pékin quelques heures après. Et il s'avère que c'était Edna elle-même au téléphone qui leur disait qu'en fait elle pouvait pas se rendre disponible au jour qu'ils avaient convenu et qu'ils allaient devoir venir le lendemain. Bon eux ça leur posait pas vraiment de problème d'aller à Pékin et de se bourrer la face de dim sum pendant un jour de plus, mais elle a été assez insistante sur le fait qu'ils devaient prendre l'avion du lendemain et pas venir le jour même. Bon ils ont trouvé ça un peu chelou mais ils se sont dit qu'un jour de plus à Kuala Lumpur c'est pas non plus horrible. Le truc c'est que ce jour-là c'était le 8 mars 2014 et le numéro de vol qu'ils devaient prendre originellement c'était le MA 370. Et le vol Malaysia Airlines 370 du 8 mars 2014, il a disparu en mer avec ses 239 passagers et on ne l'a jamais retrouvé. Bref, ils ont fini par réussir à aller la voir, ils lui ont fait des batteries d'examens psychologiques et cognitifs. La meuf elle est sympa quand même parce qu'elle est plus toute jeune, elle devait être tranquille en train de siroter du jus de litchi et des trucs comme ça et là elle se retrouve avec des électrodes partout sur la tronche. Et donc 3 ans plus tard, une grosse étude est sortie sur les configurations neuronales de son cerveau et qui montrait des différences de quasiment 10% par rapport à un cerveau moyen humain. Et ça a
a commencé à pas mal remettre en cause toute la neuroscience et ce qu'on connaît de la structure et des limites du cerveau. Il y a certaines personnes qui croient qu'on n'utilise que 2 ou 10% de notre cerveau et que si on l'utilisait à 100%, il pourrait se passer des choses qu'on peut même pas imaginer aujourd'hui. Mais on se demande si en fait Edna elle a pas réussi à débloquer quelques-uns de ces pourcents. Et bref, la conclusion de l'étude, elle est hyper claire et nette. Tout ce que je viens de raconter, c'est absolument n'importe quoi. Bah ouais, on est le 1er avril, donc faut absolument pas croire tout ce qu'on vous raconte sur internet aujourd'hui. Et surtout quand il n'y a pas du tout de lien dans la description qui cite des sources. Bon bref, à partir de quand tu t'es dit que c'était du flan cette histoire? T'as dû attendre que je te le dise ou t'y as pensé bien d'avant? Allez, dis-moi tout ça en commentaire et puis pour la prochaine vidéo on repart sur des choses sérieuses. Oublie pas de t'abonner et active les notifications si tu l'as pas déjà fait. Propose des idées de sujets en commentaire et puis moi je vais aller faire des vraies recherches là pour changer. A plus!